Donc, vous voyez que ces gens sont dans un système où, en fait, le reste du monde travaille pour eux. Mais maintenant que le monde refuse ce système, vous avez vu les réactions des Russes, les réactions des Chinois, les Vietnamiens, ce qu'ils sont devenus, les Indiens qu'on a cru pouvoir basculer dans le camp occidental lorsque l'opération militaire spéciale a commencé en Ukraine, mais qui se sont ravisés très rapidement. Et puis les Brésiliens qui viennent de restaurer cette rupture, cette philosophie, cette stratégie de la rupture en élisant Lula. Donc, on voit très bien que, en fait, le monde refuse cette unipolarité géopolitique et internationale pour se donner la chance d'une multipolarité qui permet le dialogue international. Dans la pensée unique, il n'y a pas de dialogue puisqu'elle est unique. Alors que là, on construit quelque chose qui va être multipolaire et qui va donc, qui est un cadre de reconnaissance de différents centres d'expression, ce qui veut dire un dialogue mondial est possible. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, lorsque vous avez l'ONU sous sa forme actuelle qui veut conduire des COP 27, etc., ça ne peut pas marcher. Ça ne peut rien apporter de bon parce que la structure même de l'ONU est de refuser le dialogue international, est plutôt d'imposer le point de vue des États-Unis et de l'Occident au reste du monde. Alors, nous demandons depuis quelque temps que l'ONU soit totalement réorganisée, que le Conseil permanent, le statut de membre permanent du Conseil de sécurité ne soit plus attribué à certains pays, mais que ce soit des continents qui soient représentés. De telle sorte que nous avons 5 continents. L'Antarctique n'est pas habité, donc je ne vais pas compter l'Antarctique. Les 5 continents vont avoir chacun un représentant. Et là, vous voyez que ça oblige les pays sur chaque continent à discuter d'abord pour décider de qui va les représenter en tant que membre permanent pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, je ne sais pas quelle sera la durée du mandat, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, il y aura donc les autres membres non permanents qui vont assurer une sorte de veille, une sorte de soutien, une sorte d'alimentation en contenu qui va permettre des débats beaucoup plus riches. Donc, imaginez qu'il doit y avoir un choix d'un membre pour représenter l'Amérique au Conseil de sécurité. Les États-Unis seraient moins hautains par rapport, auraient moins de dédain pour les pays d'Amérique du Sud parce qu'ils seraient obligés de composer avec ces pays, de discuter avec eux pour défendre leur candidature ou pas, ou pour soutenir une de leurs pupilles ou pas. Vous venez en Europe, ils seront bien obligés de s'entendre. Ils n'auraient plus l'espèce comment je vais appeler ça, de désordre qu'on observe en Europe là. Ils seraient obligés de s'entendre pour désigner un membre qui va les représenter. L'Asie ferait la même chose. L'Afrique, pour laquelle le Japon vient dire, ouais, on va se battre pour que l'Afrique ait un membre permanent au Conseil de sécurité, alors que le Japon lui-même n'est pas membre de ce Conseil, veut quand même défendre l'Afrique. La France qui gesticule tout le temps en disant, ouais, on va se battre pour que l'Afrique, alors qu'elle ne représente rien du tout, et que l'Afrique veut s'en débarrasser. Donc, vous voyez que les Africains, à ce moment-là, ça peut être un élément de construction de leur unité. Parce qu'ils seront obligés de discuter qui va nous représenter. Ou alors, sous quel mode on va y arriver. Parce ce ne sera pas nécessairement un pays qui va aller représenter.